quelle sensation on a quand on est confronté à ce genre de difficultés qui finalement, tous les jours, se présentent à vous quand vous faites ce type de voyage? En tout cas, dès qu'on approche les premiers reliefs du Macaï, on s'aperçoit de la vitesse à laquelle il va falloir marcher. On marche très vite. Et ça, on ne s'y attend pas parce qu'on pense au trek classique où on marche vraiment, on met un pied devant l'autre et puis on a le temps de penser à tout plein d'autres choses. Là, non, il faut vraiment regarder où on met ses pieds, il faut faire attention à ces plantes qui s'agrippent à vous, aux pantalons. Ensuite, on marche pendant des kilomètres sur du sable sec, on s'enfonce dedans, et puis après, ça va être une rivière où on va s'enfoncer dans l'eau, dans le sable va s'insinuer dans les chaussures. Ensuite, on va grimper sur des falaises, on va prendre des prises, et là, ces fameuses prises, elles ne tiennent pas parce que c'est du grès très friable. Et puis, on va faire des rappels en pleine nuit, on fait mille et une choses. Ah oui, je vois ça. Il y a une liste très longue. En fait, c'est toute une gamme d'émotions, cette expédition. Des émotions, des sensations, on va dire. Plus que des émotions, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir d'émotions. Il faut y aller, quoi. Souvent, on se disait, mais c'est quoi ce trek? C'est quoi? C'est un raid, c'est un raid sans compétition, c'est un... je sais pas, mais c'est un entraînement paracommando. Ça me tend bien, entendre Sylvie et Fabrice, je crois que j'ai vraiment envie d'y aller dans ce Fabrice, on marche combien d'heures par jour, plus ou moins, pour arriver au bout de ce labyrinthe? 8 à 10 heures, généralement. Oui, quand même. Je dirais même plus de 13 heures. Ne soyons pas mesquins. Je tiens à préciser que cette année, et puis l'année dernière aussi, en fait, on a fait des parcours qui sont particulièrement exceptionnels. C'est-à-dire qu'on tente de pénétrer des zones où même moi, je n'ai jamais été ces dernières années. Donc, il y a des moments où c'est un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que je peux estimer que ça va durer 9 heures et puis finalement, ça va durer 12 heures parce qu'il y a un obstacle au milieu qui nous pose plus de problèmes. Donc, c'est ce qui est arrivé là. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'eau partout. C'est-à-dire quand on remonte les canyons depuis l'aval jusqu'à l'amont, on a de l'eau, puis tout à coup, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le canyon s'assèche en remontant. Ce qui fait que quand on commence à grimper un peu sur les reliefs, etc., on n'a absolument plus d'eau. Et quand on veut faire un bivouac, on est obligé d'avoir de l'eau. Parce que nos porteurs, ils cuisinent avec l'eau, pour eux, pour nous, etc. Et donc, il faut impérativement que le point de départ soit au bord de l'eau, le point d'arrivée soit au bord de l'eau. Et si le parcours au milieu, il n'y a pas d'eau, j'ai pas d'autre choix que d'aller à l'autre bout. Donc, c'est pour ça que parfois, ça dure un peu longtemps. La durée de marche n'est pas forcément très révélatrice. On a beaucoup de voyages sur lesquels on marche 8 à 10 heures. En l'occurrence, il n'y a pas de dénivelé, quasiment pas, 200 mètres. C'est presque plat. Et du coup, ça ne reflète pas bien quelle est la particularité et la difficulté éventuelle du parcours. C'est plutôt ce que racontait Sylvie, c'est-à-dire toutes les heures, il y a une nouvelle épreuve. On croirait un jeu télévisé quelque part. C'est-à-dire effectivement, on marche 1 heure dans le sable sec, on marche 1 heure dans le sable mouillé, puis on grimpe des rochers, puis on les redescend, puis on passe en rappel, puis on rampe dans un tunnel, puis etc. Et ça tous les jours. Et pendant 10 heures. Du coup, d'ailleurs, c'est très varié, on n'a pas le temps de s'ennuyer pendant les 10 heures. C'est pas aussi forcément fatigant ou exigeant que 10 heures en altitude dans l'Himalaya non plus. Vous avez parlé de descente en rappel, je crois qu'on va le voir à l'écran, justement, cette fameuse séquence sensation-émotion. En tout cas, il y a Emmanuel Thébault qui nous demande sur le fil combien de temps, justement, dure aussi ce trek, ça, on ne l'a pas dit? Alors, cette année, il a duré 22 jours Paris-Paris. La première année, c'était 18. L'année prochaine, ce sera 20 parce qu'en fait, on modifie un peu l'itinéraire chaque année pour introduire de l'inédit chaque fois. Ce voyage, est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Quelles conditions physiques il faut avoir? C'est qu'il faut quand même être un peu sportif, non? Il faut une très bonne condition physique. Maintenant, comme vous me voyez ou pas, je ne suis pas non plus un athlète ni un aventurier aguerri. Donc il faut certes une bonne condition physique et puis une motivation. Ça se passe beaucoup dans la tête. Ma fille qui me regarde peut-être s'étonne que j'ai pu faire un tel voyage alors qu'elle m'a connu claustrophobe et sujet au vertige. Et alors qu'on doit ramper dans des tunnels obscurs et dans l'eau sur 50 mètres et faire des descentes en rappel, etc. Parce que en fait, ça vaut le coup, entre guillemets. C'est-à-dire, finalement, on se motive soi-même, à la fois pour se dépasser, mais surtout parce que c'est extraordinaire, c'est fascinant, et puis évidemment parce qu'on a un accompagnateur détendu qui sait nous donner confiance. Est-ce qu'on se prépare quand même? L'émulation est importante aussi. Je pense que c'est ça aussi qui fait que très rapidement, les obstacles deviennent
Rien. Mais est-ce qu'il faut se préparer quand même? Non, mais pas rien, mais je veux dire, ça devient un challenge, c'est-à-dire ça devient quelque chose qu'on a envie de tenter, alors qu'au départ, on ne peut pas rester à la traîne par rapport aux voisins. Il y a une solidarité aussi, même si on est à la traîne, on va nous attendre, on va aider celui qui est derrière, et même les porteurs, parfois ceux qui nous accompagnent parfois dans la journée, sont aussi solidaires, c'est une équipe en fait. La difficulté crée la cohésion du groupe. Oui, c'est ça.